Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci d'être venus si nombreux nous écouter aujourd'hui pour cette journée de restitution des conclusions de notre rapport Mobiliser l'enseignement supérieur pour la transition énergétique. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Marion Berthaud, je copilote ce projet avec ma collègue Clémence et nous avons été aidés tout au long de ce projet par Jacques Trainer, qui est donc le président du comité des experts du Shift, qui vient de parler en introduction. Alors, pour vous parler un peu de la structure de la présentation d'aujourd'hui, je vais d'abord revenir brièvement sur les objectifs et la démarche de l'étude, ainsi que la méthodologie, pour ensuite passer brièvement à une petite mise en contexte et enfin aborder le climat dans le supérieur aujourd'hui, faire un état des lieux de ce qui se fait aujourd'hui dans le supérieur en matière de climat. Et je passerai ensuite la parole à ma collègue Clémence qui abordera les pistes de réflexion que nous vous proposons qui sont à débattre dans ce rapport aujourd'hui et qui vous parlera également de la suite du projet. Donc pour commencer, ce projet, que vise-t-il à établir ? Alors, l'objectif premier est d'établir un état des lieux de la prise en compte des enjeux liés à l'énergie et au climat dans l'enseignement supérieur en France aujourd'hui. L'objectif ici n'est pas nécessairement de faire des recommandations en tant que telles, mais plutôt de fournir aux parties prenantes de l'enseignement supérieur des pistes de réflexion pour faire progresser ces questions. Le projet est né au sein de notre comité des experts qui, pour une grande partie d'entre eux, sont des académiques qui enseignent dans différentes grandes écoles, qui ont fait le constat au cours de leurs enseignements qu'aujourd'hui, les étudiants qui suivaient leurs cours étaient peu ou mal formés aux enjeux de transition énergétique. Un constat qui a été également partagé par notre réseau de bénévoles, les Shifters, qui, pour une grande partie d'entre eux également, sont passés par l'enseignement supérieur et ont constaté également qu'ils n'avaient pas été correctement sensibilisés et formés à ces enjeux. Donc, suite à ce constat, on a décidé au Shift, en mars 2018, d'initier ce projet, dont je vais vous parler un peu plus. On estime qu'il est aujourd'hui nécessaire, en vue des objectifs ambitieux de transition au niveau national, de mettre en adéquation les formations du supérieur avec ces objectifs. Pour vous parler rapidement de l'angle de l'étude, on nous a beaucoup demandé pourquoi on s'est uniquement consacré au sujet du climat et de la transition. Quand beaucoup d'acteurs parlent de notions comme développement durable ou RSE ou bien d'autres. Déjà dans un premier temps, au Shift, nos travaux sont structurés autour de la notion de la double contrainte carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos économies sont dépendantes à des ressources fossiles qui sont limitées et l'utilisation de ces ressources fossiles est également à l'origine du réchauffement climatique. Donc nous faisons face à une double contrainte. Aborder le sujet du climat... Le climat, en fait, bénéficie également d'un fort consensus au niveau international, comme en témoignent les accords de Paris de 2015, et d'une forte légitimité scientifique grâce aux travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, le GIEC. Donc voilà, on a décidé d'utiliser l'angle du climat pour cette étude. Et pourquoi l'enseignement supérieur ? Dans un premier temps, parce que simplement l'enseignement supérieur est un milieu dont nous sommes assez familiers au Shift grâce à notre comité des experts, mais également parce que l'enseignement supérieur constitue un moment propice pour permettre aux individus de remettre un petit peu en perspective les enjeux de climat et d'énergie par rapport aux positions qu'ils occuperont plus tard dans la vie professionnelle. Et il est évident que cette démarche doit s'effectuer dans l'ensemble de la scolarité d'un citoyen. Ça doit se faire également, cette sensibilisation à ces enjeux doit se faire également dans le primaire et le secondaire. Mais il y a déjà aujourd'hui des acteurs qui se sont emparés de cette question. Je pense notamment à l'Office for Climate Education qui travaille là-dessus. Alors, pour vous parler un petit peu de la méthodologie de ce projet, la première phase de l'étude était une étude qualitative sur laquelle nous nous sommes basés pour écrire cette première version du rapport intermédiaire que vous avez, pour certains, peut-être déjà lu. Donc cette étude est basée sur des entretiens que nous avons réalisés avec divers professionnels de l'enseignement supérieur, 122 pour être exact, on en a fait 2 de plus hier, donc des membres de direction d'établissement, des enseignants-chercheurs, des acteurs de la société civile, des représentants d'associations étudiantes, des acteurs publics. Et sur la base de ces constats, nous avons du coup publié la première version de notre rapport qui est donc uniquement qualitative à ce stade. Une deuxième phase de l'étude, qui est une étude plus quantitative, qui a déjà été initiée, mais dont les résultats ne figurent pas dans la présente version du rapport. C'est une étude, du coup, nous avons sélectionné un panel de 36 établissements d'enseignement supérieur, dans 6 catégories différentes, comme elles apparaissent derrière moi.
Et l'objectif pour ces établissements va être de regarder, de faire un recensement pour voir dans quelle mesure ces formations proposent à leurs élèves des modules qui abordent les enjeux d'énergie et de climat. C'est un recensement qui est effectué par notre réseau de bénévoles, les Shifters. J'en profite d'ailleurs pour les remercier encore une fois pour leur aide extrêmement précieuse tout au long de ce projet. Donc, ils effectuent ce recensement sur la base des informations disponibles en ligne. Et la raison pour laquelle cette étude ne figure pas aujourd'hui dans la version du rapport est que nous faisons vérifier ces données par les établissements pour bénéficier des données les plus exactes possibles, et c'est un travail qui peut être un peu long. Donc voilà, cette étude-là fera l'objet d'une publication ultérieure, probablement pour début 2019. Pour rentrer un petit peu maintenant dans le vif du sujet, je vais brièvement revenir sur les bases, entre guillemets. Le réchauffement climatique est un problème systémique qui est lié à l'énergie. Aujourd'hui, il y a un consensus international sur l'origine anthropique du réchauffement climatique, qui est profondément lié, à la consommation d'hydrocarbures dont nous sommes aujourd'hui très dépendants à tout niveau dans nos économies. Tous les secteurs de l'économie sont aujourd'hui concernés par cette dépendance. Il y a également un consensus international sur la nécessité de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles, ce qui est un objectif très ambitieux. Et donc, faire face au réchauffement climatique, c'est d'abord se préoccuper de la transition énergétique, c'est-à-dire changer d'énergie, l'utiliser moins et mieux. Et l'ensemble de la société est concerné par ces questions, d'où la nécessité de former l'ensemble de la société à ces enjeux-là. Pour vous parler un petit peu du cadre, dès 2008, au niveau international, on va commencer à parler de l'importance de l'éducation aux enjeux climatiques. Je pense notamment à un discours de Ban Ki-moon lors des Journées internationales de la jeunesse, qui dira que le climat est le challenge décisif de notre époque. L'éducation figure également dans l'article 12 de l'accord de Paris, qui a été adopté en 2015. On voit donc dès les années 2000 une progression de la question de l'éducation aux enjeux climatiques sur la scène internationale. Au niveau national, cette intégration des enjeux climat et de manière plus générale les enjeux liés à l'environnement va se faire plutôt dans le primaire et le secondaire, qui, contrairement à l'enseignement supérieur, sont régis par des programmes nationaux. Il est donc plus aisé de faire évoluer les programmes et de savoir ce qui est enseigné. Cette intégration va se faire progressivement au travers de différentes circulaires et de lois. Et en 2013, le Code de l'éducation sera modifié et disposera que l'école doit former aux enjeux du développement durable. 2 enjeux se posent alors. Le premier enjeu pour le primaire et le secondaire, c'est celui de la formation des enseignants. Il faut s'assurer que les enseignants disposent des bases suffisantes pour pouvoir eux-mêmes transmettre ce savoir à leurs élèves. On constate d'ailleurs une progression en la matière. En 2013, le tronc commun des masters de l'enseignement a évolué pour y inclure les grands enjeux de société, dont ceux du développement durable. Et un deuxième challenge qui se pose est celui de la rigueur scientifique des contenus. Donc vous avez ici un extrait d'un manuel scolaire de géographie de seconde qui remet en cause l'origine anthropique du réchauffement climatique. Il faut donc ici faire très attention à ce que la recherche de consensus ne prenne pas le pas sur la rigueur scientifique des contenus. Donc, depuis les années 70, comme je disais, l'environnement figure dans les programmes scolaires, donc les élèves y sont sensibilisés au cours de leur scolarité. Et de manière générale, les Français sont climato-convaincus et sont prêts à agir, ils sont sensibles à ces questions. Pour vous donner 2 chiffres, 76% de la population pense aujourd'hui que le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine, et 77% se disent prêts à changer leur mode de vie pour s'adapter à cet enjeu. Mais en dépit de cette sensibilité importante, on constate tout de même que les causes du phénomène sont mal identifiées et que beaucoup d'incompréhension demeure. Alors, sur cette image, vous voyez l'évolution de la part de la population depuis 2014 qui associe gaz à effet de serre et centrales nucléaires. Je vous invite d'ailleurs à répliquer ce petit sondage dans votre entourage. Je l'ai moi-même fait. J'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage qui étaient passées par l'enseignement supérieur et qui lisent les médias s'ils associaient gaz à effet de serre et centrales nucléaires. Et pour la grande majorité des personnes que j'ai interrogées, on m'a répondu oui. Donc je vous invite à répliquer ce petit sondage autour de vous. Vous serez peut-être surpris par les réponses.
Donc voilà, on constate qu'aujourd'hui, en dépit d'une grande sensibilité à ces questions, la population n'est pas nécessairement informée des enjeux. D'où la nécessité pour l'enseignement supérieur de donner aux étudiants, aux citoyens, les clés de compréhension nécessaires pour pouvoir mieux comprendre le sujet. Cette mauvaise compréhension peut être liée à différents facteurs. On peut penser à l'absence de rigueur dans les discours politiques ou encore à un manque de cohérence, à des contenus dénués de pédagogie dans les médias, qui donne lieu du coup à un mauvais arbitrage sur les solutions à mettre en œuvre. Quand on interroge les gens, qu'on leur demande quelles actions pourriez-vous mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les premières actions citées sont le tri des déchets et l'achat de légumes de saison, alors que les priorités clairement identifiées par la stratégie nationale bas carbone sont le logement, agir sur l'efficacité énergétique du logement et sur la mobilité, qui ne sont citées qu'en dernier. Face à tout cela, il y a tout de même un réel enjeu aujourd'hui, un réel besoin de compétences pour changer d'échelle. De nombreuses études s'accordent sur le fait que la transition aura globalement un impact positif sur la création d'emplois, c'est-à-dire que la destruction d'emplois dans les secteurs fortement carbonés sera compensée par la création de postes dits verts. Mais ici, il y a vraiment une nécessité en fait, de pas uniquement former les étudiants qui vont être amenés à occuper des postes verts, sinon l'ensemble de la société. Je pense notamment en France au fait que 75% de la population aujourd'hui travaille dans le secteur tertiaire. Ces 75% de la population sont des individus qui soignent, qui consomment, qui administrent, qui votent, qui vont potentiellement être élus, qui vont peut-être être parents, qui vont avoir un impact dans un premier temps au niveau individuel, mais qui auront également un impact dans le cadre de leur fonction professionnelle. Je pense également aux décideurs politiques et économiques dont les décisions futures auront un impact décisif pour le pays. Et il faut que ces derniers soient sensibilisés et formés à ces enjeux pour que leurs décisions professionnelles futures soient prises en adéquation avec les objectifs de transition au niveau national. En ce sens, comme je le disais tout à l'heure, les études supérieures constituent en quelque sorte un moment privilégié pour sensibiliser les étudiants à ces questions, car ils permettent, c'est le bon moment en fait qui leur permet de remettre ces enjeux en perspective par rapport à leur futur rôle dans la société. Alors, si au niveau national, il y a eu beaucoup de déclarations de bonnes intentions, notamment la loi Grenelle 1, la stratégie nationale pour l'enseignement supérieur, qui vont toutes dans le même sens, de dire que oui, il faut aujourd'hui que l'ensemble de la population soit formée à ces questions et pas uniquement les individus qui seront amenés à occuper des postes verts. Il y a peu d'avancées concrètes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en dehors de ce cadre. Et du coup, je vais maintenant vous parler du climat dans le supérieur, concrètement, vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, l'environnement en France fait l'apanage des formations spécialisées. En 2008, on comptabilisait plus de 1000 formations spécialisées en environnement, ce qui représentait 5% des inscrits et 10% de l'offre de formation. Plus de 200 formations sont venues enrichir cette offre depuis 2008. Donc, il y a vraiment une grande richesse au niveau des formations spécialisées dans l'environnement. Mais cela n'est pas nécessairement le cas dans les formations généralistes où, selon nos interlocuteurs, selon toutes les personnes que nous avons interrogées, en dépit d'un intérêt explicite et grandissant des étudiants pour ces thématiques, les cours qui abordent les enjeux d'environnement qui sont dédiés à ces questions sont souvent peu valorisés dans les maquettes pédagogiques, souvent relégués au second plan, ne font pas nécessairement l'objet d'une note ni de l'acquisition de crédits de cours et sont la plupart du temps optionnels. On nous a également rapporté lors de nos entretiens un manque de cohérence dans les contenus des cours. Ça peut être, par exemple, sur de quoi parle-t-on en premier lieu? Est-ce qu'on parle de RSE, de développement durable, de transition, de climat? Il y a divers termes pour aborder la question. Et également un manque de rigueur scientifique parfois, selon nos interlocuteurs, d'où la nécessité d'une base de connaissances, de faits tangibles, vérifiés et vérifiables, comme peut-être par exemple les travaux du GIEC. Je laisserai ma collègue Clémence vous parler de ça un peu plus en détail. Et aujourd'hui, du coup, en France, il existe, selon nos interlocuteurs, de nombreuses barrières à une progression des questions énergie-climat dans l'enseignement supérieur. Mais pour comprendre ces barrières, il faut d'abord comprendre comment l'enseignement supérieur en France est structuré. Donc je vais tenter de vous l'expliquer avec ce schéma qui peut paraître un peu complexe pour les profanes.
Alors déjà, l'enseignement, un acteur très important dans le système de l'enseignement supérieur en France, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. On va aujourd'hui se concentrer uniquement sur la partie enseignement supérieur et pas sur la partie recherche et innovation. Donc, au sein du ministère, il y a le cabinet qui va décider de l'orientation politique du ministère, et ensuite un organe technique, la DGE-SIP, qui est la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, qui est l'organe technique qui va mettre en œuvre la politique définie par le cabinet. Il y a également des structures consultatives, je pense notamment à la CPU, la Conférence des présidents d'université, la CGE, la Conférence des grandes écoles, ou encore la CDEFI, qui est la Conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur, qui sont des structures représentatives et consultatives qui vont pouvoir formuler des avis sur différents thèmes. Ça peut aller du cadre national des formations à des textes de loi présentés au Parlement, sur demande du ministère. Enfin, un acteur indispensable, ce sont évidemment les établissements qui sont très différents dans leur gouvernance et dans leur forme. Établissements qui, depuis les années 60, font l'objet d'une autonomie croissante, un principe auquel ils sont très attachés, mais qui limite la portée de l'action que pourrait avoir le ministère. Donc voilà, il y a également un autre acteur important, ce sont les ministères de tutelle, c'est-à-dire que pour certains établissements d'enseignement supérieur, le ministère de tutelle, certains établissements d'enseignement supérieur ont 2 ministères de tutelle, je pense notamment à Polytechnique qui est sous tutelle du ministère de la Défense, ou encore à AgroParisTech qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture, ou encore l'école des ponts sous tutelle du ministère de la Transition. Enfin, voilà, pour donner quelques exemples. Il y a également, alors pour vous parler maintenant du processus de construction des formations, les premiers acteurs impliqués dans ce processus sont évidemment les établissements. Les responsables de formation et les enseignants-chercheurs travaillent sur des maquettes pédagogiques, mais ils doivent réaliser ce travail dans le cadre de règles qui sont définies au niveau national par le CNF, qui est le cadre national des formations, qui définit du coup les modalités de délivrance de diplômes sur 3 niveaux. D'abord un niveau licence, ensuite un niveau master et ensuite un niveau commun aux 2. Pour prendre le cas de la licence, en licence on a 4 noms de domaines. On a le domaine art, lettres, langues, droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales et sciences, technologies, santé, il me semble. Et donc, on a 4 noms de domaine et ensuite 45 intitulés disponibles. Et pour chacun de ces intitulés, un référentiel de compétences qui va être défini, qui va définir les compétences du coup qui devront avoir été acquises par l'étudiant à la fin de sa formation. On a ensuite des organismes d'accréditation. Le premier est le HCERS, le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui n'ont pas un rôle de prescripteur, qui en fait le HCERS va s'assurer que les missions qui ont été confiées aux établissements dans le cadre de leur contrat avec l'État sont bien respectées. Ils ont un rôle d'évaluation. Il y a également la CTI, qui est la commission des titres d'ingénieur, et la CEFGD, la commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion, qui est l'équivalent du coup pour les écoles de management. Alors, comme nous avons pu le voir, le système de l'enseignement supérieur en France est caractérisé par une multiplicité d'acteurs importante et selon nos interlocuteurs, il est également caractérisé par une forte inertie au changement. Alors, un élément qui peut paraître évident, mais qu'il convient cependant de rappeler, c'est que le système de l'enseignement supérieur a émergé dans un contexte où l'urgence climatique ne faisait pas partie du paysage. Il peut donc paraître évident qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas adapté pour y répondre, mais il est cependant marqué par une forte inertie. Alors déjà, selon les personnes que nous avons interrogées, la transition dans l'enseignement supérieur aujourd'hui est un petit peu le sujet de personne. Beaucoup considèrent comme le climat qui est relégué aux climatologues qu'ils n'ont pas forcément vocation à former leurs étudiants à ces enjeux. Ils ne voient pas l'intérêt d'inclure ces thématiques-là dans leurs enseignements. Il y a évidemment certains enseignants préoccupés qui trouvent le moyen de rattacher le sujet du climat et de la transition au travers de leur discipline. Je pense notamment à la création d'un cours de finance carbone au sein du Master Finance de Paris-Dauphine, ou encore à une enseignante en cours de thermique qui va inclure un peu de climat dans tous ces modules. Les exemples sont nombreux. Il y a beaucoup d'enseignants du coup préoccupés qui sont motivés et moteurs pour inclure ces enjeux dans leur discipline.
Et aujourd'hui, le système de l'enseignement supérieur est également caractérisé par un cloisonnement important, selon nos interlocuteurs encore une fois. Et il y a de nombreux obstacles à l'interdisciplinarité qui persistent, interdisciplinarité qui est indispensable à l'enseignement des questions de transition. La transition est par définition un sujet multisectoriel qui nécessite une collaboration entre différentes disciplines pour être abordé de la manière la plus adéquate possible. Et aujourd'hui, les enseignants-chercheurs sont confrontés à des contraintes qui les empêchent, qui ne les encouragent pas plutôt à faire de l'interdisciplinarité et du coup, par conséquent, à s'emparer de sujets liés à la transition. Je pense notamment quelque chose qui est fortement sorti de nos entretiens, c'est la rigidité des classifications disciplinaires du Conseil national des universités, le CNU. Le CNU qui est l'organisme qui va décider de la progression des carrières des enseignants-chercheurs et des doctorants, qui comporte 11 sections et 52 catégories disciplinaires qui sont assez cloisonnées. Et en fait, pour qu'un enseignant-chercheur progresse plus rapidement dans sa carrière, l'objectif va être de se faire identifier par ses pairs au sein de sa catégorie disciplinaire. Et il n'y aura pas du coup nécessairement d'encouragement à étudier, à s'emparer de sujets de recherche plus interdisciplinaires. Une autre contrainte qui découle du coup un peu de cette rigidité de classification du CNU, c'est la nécessité pour les enseignants-chercheurs d'être visibles pour exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignants-chercheurs sont soumis à une certaine pression de publication académique qui peut être liée par exemple à l'importance portés par les établissements sur les classements d'établissements qui prennent ce critère-là en compte, le critère du nombre de publications académiques. Et comme les enseignants-chercheurs sont encouragés très fortement à publier fréquemment dans des revues cotées, ils sont encore une fois encouragés à se faire reconnaître par leurs pairs dans leur catégorie disciplinaire et du coup, il y a moins d'incitation à s'emparer de sujets de recherche interdisciplinaires. Enfin, un autre propos que nous ont rapporté nos interlocuteurs est qu'aujourd'hui, il y a un manque de valorisation des enseignants-chercheurs dans l'enseignement. Toujours un petit peu pour la même raison, finalement, il faut être visible pour exister, il faut se consacrer à sa recherche et du coup, les enseignants-chercheurs qui vont se consacrer à la pédagogie et à l'enseignement pourraient être pénalisés dans leur carrière. Donc voilà, quelques obstacles qui se posent à une progression des enjeux liés à l'énergie et au climat dans l'enseignement supérieur. Mais face à cela, il y a évidemment beaucoup d'initiatives très positives, beaucoup d'acteurs qui font progresser ces questions, qui sont moteurs, qui font évoluer leur direction d'établissement pour permettre à l'enseignement supérieur de s'adapter à ces enjeux. Déjà, au sein des établissements, il y a de nombreux acteurs qui s'emparent de ces questions. Je pense d'abord aux enseignants qui sont souvent très moteurs, qui ont été très souvent à l'origine de création de cours. Je ne pourrais pas citer tous les exemples ici car ils sont très nombreux. Les enseignants qui vont encourager leur direction d'établissement à prendre en compte ces enjeux dans la stratégie de l'établissement. Les responsables développement durable sont également des acteurs qui sont très moteurs, qui sont parfois confrontés à des enseignants récalcitrants qui ne voient pas l'intérêt de s'emparer de ces thématiques dans leurs cours, mais qui trouvent le moyen de sensibiliser les élèves peut-être hors du programme des cours, par exemple au travers de cycles de conférences ou alors de semaines thématiques dédiées. Les directions d'établissement qui peuvent être un soutien très important, qui peuvent être un tremplin même pour une intégration de ces enjeux dans les programmes de formation. Mais si elles peuvent être un tremplin, elles peuvent également être un obstacle important si elles ne voient pas l'intérêt stratégique d'intégrer les enjeux de transition dans leurs enseignements et dans leur formation. Et enfin, un acteur dont j'ai peu parlé dans cette présentation, mais qui est pourtant extrêmement important, ce sont évidemment les étudiants qui sont aujourd'hui très proactifs, très demandeurs, très moteurs pour faire évoluer leur direction.
On a vu ces 10 dernières années une progression très importante des associations étudiantes en matière d'environnement et de climat. Pour en citer quelques-unes, Climate, le REFED, Ingénieurs sans frontières et bien d'autres. Et encore plus récemment, le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui, moins d'un mois après sa signature, après son lancement, comptabilisait plus de 20 000 signatures, qui témoignent du coup d'un intérêt très fort des étudiants pour cette question. Et pour finir ma partie de la présentation, l'État pourrait également être moteur, mais il n'y a aujourd'hui aucun consensus sur le rôle que l'État devrait jouer. Nos interlocuteurs ne sont pas d'accord sur ce sujet-là. Certains estiment que le ministère devrait plus s'impliquer. Pour d'autres, ce serait considéré comme de l'ingérence, parce que, comme je l'ai dit, les établissements sont très attachés au principe d'autonomie. Du coup, il n'y a aujourd'hui aucun consensus sur le rôle que l'État devrait jouer, mais nous avons des pistes de réflexion, bien sûr, dont Clémence va vous parler sur ce sujet-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant passer la parole à Clémence qui va vous faire part des pistes de réflexion que nous vous proposons dans ce rapport, qui sont issues du coup des 120 entretiens que nous avons réalisés avec des professionnels de l'enseignement supérieur. Merci Marion. Donc Marion vous a présenté ce qui est ressorti de nos entretiens en termes de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, à la fois côté comment l'enseignement supérieur se structure et comment est-ce que le climat et les enjeux liés à la transition sont pris en compte. Mais avec tous ces interlocuteurs, on a aussi évoqué avec eux, puisqu'ils étaient quand même généralement d'accord sur le fait qu'il fallait quand même faire un petit peu évoluer le système pour prendre davantage en compte ces sujets-là. Donc on a discuté avec eux de comment est-ce que ça pourrait se passer. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, avant de vous présenter un petit peu quelle suite on attend par rapport à ce travail. Donc sur les pistes de réflexion, donc ce qu'on appelait pistes de réflexion pour pas parler de recommandations. Donc petit rappel, ce rapport n'a pas vocation, donc il y a encore intermédiaire en plus, n'a pas vocation à proposer des recommandations en tant que telles, mais plutôt à ouvrir des portes et ouvrir le débat sur chacun des sujets qu'on a évoqués. C'est notamment l'objet des ateliers de cet après-midi, au cours desquels on aimerait discuter avec vous de chacune de ces pistes pour éventuellement les faire évoluer, les préciser, les nuancer. Par ailleurs, elles ne sont pas exhaustives, donc il pourrait éventuellement y avoir d'autres pistes à explorer. Donc on va les voir un petit peu une par une pour l'instant. Donc aujourd'hui, quand un étudiant reçoit son bac et qu'il doit s'orienter, il se base souvent, en grande partie, sur les classements d'établissements pour les comparer, pour trouver lequel est le meilleur, parfois sans forcément regarder très attentivement les critères utilisés par les classements, sachant donc que les classements, donc là c'est celui de l'étudiant, mais chaque classement utilise une série de critères qui lui est propre et qui peuvent être très variés. Donc là pour l'étudiant, on voit pas très bien, mais on parle d'excellence académique, d'excellence internationale, de proximité avec les entreprises, de salaire à la sortie. La liste n'est pas complète ici, c'est un menu déroulant, mais il y a un certain nombre de critères qui sont tout à fait viables, qui sont utilisés par les établissements, mais qui sont pas forcément, ou qui prennent pas forcément en compte les questions de RSE, de transition ou du long terme, ou parfois c'est le cas, mais le poids qui est accordé est un petit peu inférieur. Voilà, donc il y a plusieurs types de classements. Donc au niveau national, on peut citer, donc là c'est l'étudiant, mais il y a aussi l'usine nouvelle par exemple pour les formations d'ingénieurs. Il y a celui de Challenge. Bon, il y a de nombreux médias qui ont établi leur propre classement aujourd'hui. Au niveau international, on a celui du Financial Times, celui du Shanghai. Voilà, il y a vraiment un grand nombre de classements qui existent. Et aujourd'hui, il pourrait y avoir une discussion autour des critères qui sont utilisés pour un petit peu voir comment les questions liées à la transition, les questions d'enseignement des grands enjeux de société peuvent être intégrées. Et harmoniser peut-être un peu tout ça et discuter ensemble, peut-être trouver des convergences autour de comment est-ce qu'il faut former les étudiants sur ces questions-là. On pourrait aussi imaginer qu'il y a un classement qui serait dédié à ces sujets-là. Il y a eu une tentative là-dessus en Indonésie qui s'appelle Green Metric, qui cherche à répertorier spécifiquement les établissements qui abordent ces sujets-là et les classer en fonction uniquement du critère de RSE.
Après, c'est un classement qui est du coup beaucoup moins connu que les autres. Donc, est-ce que c'est plus pertinent d'avoir un classement moins connu, mais qui aborde ce sujet-là spécifiquement, ou plutôt des classements très connus, mais qui commencent à intégrer la question? Voilà, c'est un débat qui reste ouvert, mais qu'il paraît pertinent de poser, vu le poids de ces classements dans l'enseignement supérieur. Notamment, un de nos interlocuteurs nous a appris qu'il y avait maintenant des opérateurs de classement qui proposent en plus des services de conseil aux établissements, donc les aident à redéfinir leur offre de formation. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un aspect, une ingérence presque des systèmes de classement dans la direction des établissements. Donc c'est vraiment des partenaires qu'il va falloir aller voir si probablement, en tout cas, ça discuter avec vous. Vous pourriez ne pas être d'accord, mais pour les associer à cette discussion autour de qu'est-ce qu'il faut enseigner aux étudiants. Un petit peu dans la même veine que les classements, on a parlé tout à l'heure, donc Marion vous a présenté les organismes d'accréditation et d'évaluation officiels, donc institutionnels, donc le HCRS en particulier, mais aussi la CTI, voilà, qui viennent évaluer les formations des écoles. Les établissements, pour se distinguer des autres dans la compétition aussi d'un petit peu de ces classements, peuvent aussi avoir recours à des opérateurs privés qui proposent des labels qui peuvent, de la manière que les classements, peuvent aussi sélectionner un certain nombre de critères et viennent évaluer les établissements qui le demandent, généralement en échange d'une rémunération parfois substantielle. Et viennent évaluer les établissements, à la fois la direction, les campus, parfois aussi les contenus des cours, plus ou moins, pour leur attribuer le label en question. Donc il y en a au niveau national, beaucoup au niveau international. Donc il y a EQUIS que j'ai cité au niveau européen, AACSB au niveau plus international, qui prennent en compte un petit peu les enjeux de RSE, mais pas forcément de manière systématique, pas forcément de manière extrêmement sévère. Donc c'est quelque chose à réfléchir aussi pour de la même manière que les classements, arriver à identifier avec eux des synergies et des points de convergence sur ces questions-là, par exemple. J'ai aussi mentionné, donc là j'ai affiché le label DDRS, qui est un label national qui a été créé par des acteurs des parties prenantes de l'enseignement supérieur en France pour valoriser les établissements qui en font la demande de la même manière et travailler avec eux à l'élaboration de leur stratégie de développement durable et de responsabilité sociétale. Donc c'est des choses qui se développent, mais qui n'ont pas forcément le poids qu'il faudrait ou qui pourraient davantage peut-être prendre en compte le contenu des formations pour vraiment s'assurer que les questions sont abordées de manière un petit peu uniforme ou de manière suffisamment approfondie dans chaque établissement. Donc c'est des questions qui restent ouvertes et qu'on va aborder avec vous dans la suite de la journée. De la même manière, beaucoup d'établissements, pour que les étudiants puissent les intégrer, proposent des concours. Donc on peut citer les écoles d'ingénieurs, un certain nombre, les écoles de commerce, Sciences Po, les concours les écoles de la fonction publique aussi. Et les étudiants passent parfois des années à préparer ces concours, à bûcher, travailler très en profondeur les sujets qu'on leur impose. Aujourd'hui, les questions de transition figurent assez rarement au menu de ces concours. Et donc, arriver à davantage intégrer ces questions-là dans ces concours obligerait en quelque sorte les étudiants à porter leur regard dessus, les étudier de manière un peu approfondie, assez critique. Ça obligerait aussi les enseignants de classes préparatoires au concours à intégrer également ces questions-là, pas forcément au travers d'une épreuve dédiée, ce qui peut être compliqué puisqu'on a déjà des concours qui peuvent être déjà suffisamment lourds et importants. Mais il pourrait y avoir un focus autour de la manière, autour de cas d'études. L'angle de la transition pourrait être abordé de manière transversale dans les épreuves proposées. Un autre sujet, donc l'État aujourd'hui joue un rôle important dans l'orientation de la recherche, en intégrant notamment les enjeux liés à la transition dans les programmes de recherche, et c'est déjà un gros intérêt, en tout cas un gros levier. Mais cependant, les établissements, s'ils veulent aller plus loin en matière de recherche, donc il faut savoir qu'il y a un lien important entre la recherche et l'enseignement supérieur, puisque ce sont généralement les chercheurs, qui sont aussi des enseignants-chercheurs, qui donnent des cours dans les établissements en se basant sur leur objet de recherche. Donc c'est quand même un levier suffisamment important. Donc certains établissements, s'ils veulent, et beaucoup en font le choix, et s'ils ont les moyens aussi, et qu'ils veulent approfondir certains sujets de recherche, peuvent former des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs pour travailler avec eux certains sujets. Donc on peut mentionner les chaires,
qui se font souvent avec des partenaires privés, mais pas uniquement, et des établissements. Donc, par exemple, la chaire Finance et Développement Durable entre Paris-Dauphine, Polytechnique, EDF et le Crédit Agricole, qui permet de mettre un focus spécifique sur la recherche et donc d'introduire aussi l'enseignement autour des questions de finance et développement durable, donc finance durable en fait, dans des enseignements, alors même que généralement, ce sont des sujets qui ne sont pas assez rarement présents en fait dans les formations de finance. Donc ça permet de donner un focus spécifique sur ces questions-là. De la même manière, les clusters sont une forme un peu similaire de partenariat entre des établissements et des acteurs, parfois du territoire. Donc ça peut permettre de mettre en relation les formations avec les problématiques du territoire, par exemple où l'établissement se situe. On peut mentionner l'exemple de l'UTC Compiègne qui a mis en place un cluster autour des questions d'énergie et bioressources. Donc c'est un établissement qui se situe sur un territoire très agricole traditionnellement et qui cherche à se reconvertir et se positionner du point de vue de la transition sur ces enjeux-là. Donc ça permet aussi d'orienter la recherche et de travailler avec les acteurs du territoire et donc impliquer aussi les étudiants dans ces questions-là au travers des enseignants-chercheurs, voilà, de manière spécifique sur les enjeux de la transition. Ça existe aussi sur d'autres enjeux évidemment, mais en tout cas c'est un levier à explorer. Beaucoup de nos interlocuteurs, notamment de direction d'établissement, ont pu nous dire on pourrait mettre davantage ces sujets à l'honneur dans nos formations, mais en fait on n'a pas intérêt à le faire, tout simplement parce que les entreprises ne recrutent pas en fonction de ces critères-là. Donc ça ne donne aucun avantage à nos étudiants d'avoir des cours sur la transition, sur l'environnement, sur le changement climatique, parce qu'en fait les recruteurs voilà, n'y accordent pas beaucoup d'importance. Donc il nous a paru que le rôle des entreprises, des employeurs et des entreprises notamment est assez fondamental. Donc de plus en plus les entreprises se positionnent sur les questions de transition, notamment de changement climatique, puisque c'est un sujet qui est stratégique pour elles. Elles doivent se positionner par rapport aux enjeux liés à la transition pour pouvoir voilà, rester dans le game et continuer à être un acteur pertinent sur le long terme, à horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils doivent donc intégrer ces questions-là dans leur recrutement, afin de développer un modèle d'affaires qui soit bas carbone à long terme. Et donc, elle a intérêt à recruter en fonction aussi de ces critères-là. Donc, il y a peut-être un dialogue à établir avec ces acteurs. Donc, on a dit entreprise, mais il s'agit de tout type d'employeurs. Donc, c'est aussi également la question de l'État qui emploie donc beaucoup de monde, beaucoup de fonctionnaires. Donc, il y a un sujet, une réflexion à avoir autour des ressources humaines. De la même manière, sur les ressources humaines, la question de la formation continue. La population étudiante, c'est à peu près 10% de la population française en moyenne chaque année. Mais il y a aussi beaucoup de Français qui sont déjà dans le monde du travail. Il faut leur donner la possibilité de se former davantage, se former tout au long de leur vie et de suivre éventuellement aussi des formations qui soient spécifiques aux enjeux de la transition et aux enjeux sociétaux de long terme en lien avec leur profession pour qu'ils puissent intégrer ces questions-là dans leur sujet. Donc voilà, par exemple, aujourd'hui, il y a déjà des tas de fonctionnaires ou de non-fonctionnaires d'ailleurs qui s'occupent de commandes publiques. Il faut leur donner la possibilité d'intégrer les enjeux liés à la transition, les enjeux environnementaux, pour qu'ils les connaissent et qu'ils puissent les prendre en compte lorsqu'ils établissent leurs appels d'offres pour la commande publique. C'est un levier très important. Donc il y a un vrai sujet autour de ces questions-là. Les étudiants, donc Marion en a dit un mot, donc les étudiants sont de plus en plus structurés autour d'associations étudiantes. Donc là, on a cité l'association des alumni des arts et métiers et celle de Sciences Po, donc qui ont respectivement 30 000 et 8 000 adhérents. D'autre part, les étudiants sont aussi constitués en réseau, parfois focalisés sur les questions de développement durable. Donc Marion a mentionné le REFED, Climate, Ingénieurs sans frontières, il en existe tout un tas. Je serais bien en peine de les énumérer exhaustivement. Mais donc c'est effectivement un réseau de partenaires très important à mobiliser, qui se mobilisent déjà tout seuls, mais on pourrait réfléchir à les impliquer davantage dans ces débats-là. Donc les étudiants, donc là c'est les anciens étudiants, on a les étudiants actuels aussi qui jouent un rôle important. Parce que beaucoup d'établissements, par exemple, nous disent que s'ils maintiennent un cours d'une année sur l'autre, c'est simplement parce qu'il est beaucoup suivi par les étudiants qui y sont inscrits, qu'ils reviennent de cours en cours et qu'ils en sont satisfaits. Donc rien que par leur manière de plébisciter tel ou tel cours, les étudiants ont un rôle à jouer. Par ailleurs, beaucoup d'établissements, afin de valider les cursus, demandent aux étudiants d'évaluer leurs cours, d'évaluer leurs enseignants et le contenu de leurs cours.
C'est pas quelque chose qui est fait systématiquement, peut-être que ça pourrait être généralisé. Peut-être qu'on pourrait aussi leur demander de donner un avis plus large sur l'ensemble de leur parcours, de leur cursus dans leur école ou leur formation. Et peut-être leur donner aussi une question, leur poser une question spécifique sur l'intégration des enjeux de long terme, des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux dans les enseignements qu'ils ont suivis. Donc voilà, c'est quelque chose à réfléchir et qui pourrait peut-être se développer pour donner davantage de poids aux étudiants. Ou notamment on pourrait aussi davantage les impliquer dans les conseils d'administration des établissements où ils sont souvent représentés, mais pas forcément, on ne leur donne pas forcément systématiquement la parole. Donc voilà, certains établissements nous ont dit que les étudiants actuels et anciens ont un poids important dans la manière dont ils réfléchissent à leur programme. D'autres considèrent que ce n'est pas du tout leur sujet et qu'ils composent un peu sans les étudiants et sans l'avis des étudiants. Il y a peut-être une réflexion à avoir autour de ces questions-là. Quant au rôle de l'État, donc le cadrage institutionnel, Marion a expliqué à quel point le rôle de l'État est un sujet complexe, à la fois parce que les organismes qui le composent sont eux-mêmes complexes et leur rôle est strictement défini, mais aussi parce que l'intervention de l'État n'est pas forcément très bien acceptée par les directions d'établissement, qui sont donc très attachés à leur autonomie. En revanche, l'État, au niveau politique, peut donner une impulsion en faisant une grande déclaration, et en mettant le sujet à l'agenda. Donc on voit que par exemple que le discours de McCartney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, sur les enjeux liés à la transition et de prise en compte des changements climatiques dans le domaine de la finance, a eu de grosses répercussions au niveau médiatique et maintenant a donné beaucoup de visibilité à ces questions-là dans tout le secteur. Donc il y a de manière générale un rôle important qui doit être celui de l'État, de mettre le sujet à l'agenda simplement de l'enseignement supérieur. Marion a mentionné les ministères de tutelle qui sont plus ou moins impliqués aussi dans les questions de transition et dans la définition des programmes. Donc en ce qui concerne certains ministères, c'est quelque chose qui fait partie de leur ADN. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas vraiment que le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Transition écologique ne soient pas impliqués sur ces questions-là. Ce qui fait que les établissements qui sont sous leur tutelle sont un peu plus en avance sur ces sujets-là et on voit que les formations ont été, de manière générale, un peu plus redéfinies par rapport à ces questions que dans des établissements qui n'ont pas de tutelle de ministère spécifique. Donc il y a peut-être aussi un rôle par rapport aux établissements qui sont uniquement sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, qui aujourd'hui n'a pas vocation ou considère qu'elle n'a pas vocation à s'intéresser au contenu des formations, mais pourrait peut-être, à travers les quelques leviers que Marion a proposé, en tout cas a identifié un peu plus tôt, donner quand même une orientation. Donc à travers, par exemple, le cadre national des formations ou le Conseil national universitaire, donc en promouvant davantage l'interdisciplinarité, ou par exemple à travers le HCRS, donc l'organisme d'évaluation, voilà, qu'on verra plus tard, qui donc peut davantage s'intéresser et prendre en compte ces sujets-là. Donc nous, on a rencontré des représentants du HCRS qui nous ont dit l'État nous a par exemple demandé de nous assurer que dans les formations doctorales, les enjeux liés à l'intégrité scientifique soient forcément systématiquement intégrés dans les formations. Donc c'est quelque chose qu'on vérifie maintenant systématiquement. On pourrait de la même manière demander, donc l'État pourrait donner mandat au HCRS de vérifier que tous les étudiants qui sortent de l'enseignement supérieur français aient abordé à un moment donné les enjeux liés à la transition, afin de vérifier la concordance des programmes des établissements avec les enjeux gouvernementaux liés à la transition. Donc c'est quelque chose qui pourrait être fait. De la même manière, on peut aussi mentionner le rôle de l'État dans la formation donc, des fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est des formations qui sont assez techniques et qui intègrent difficilement, voire assez peu, les enjeux liés à la transition. C'est quelque chose qui pourrait aussi évoluer à travers notamment la formation continue, par exemple en demandant que pour accéder à tel ou tel poste, un fonctionnaire doive suivre une formation spécifique qui mette en relation les enjeux de la transition et le rôle du fonctionnaire à son nouveau poste. Voilà, donc c'est des choses peut-être auxquelles réfléchir sur l'orientation des fonctionnaires qui composent une partie importante des actifs français. Un gros sujet qui est loin de faire consensus parmi les personnes qu'on a interrogées, mais aussi qui semble se poser différemment en fonction des disciplines, d'où la diversité des réponses de nos interlocuteurs, c'est enseigner la transition à tous, oui, mais comment, pourquoi? Donc de manière générale,
il faut enseigner la transition, mais sur le contenu des cours, sur l'approche à retenir, sur la forme à donner à ces modules, les avis divergent beaucoup. Donc c'est quelque chose, une porte qu'on voudrait ouvrir pour discuter avec vous de quelle est la meilleure manière d'enseigner la transition dans le supérieur en France. Donc beaucoup considèrent qu'il faudrait définir un socle commun. Donc effectivement, Marion disait, on parle parfois de transition énergétique, transition écologique, de RSE, de développement durable, d'environnement aussi, notamment dans l'enseignement primaire et secondaire. Finalement, de quoi on parle ? C'est pas toujours évident. Du coup, les étudiants qui ont suivi ces cours vont pas forcément avoir les mêmes connaissances que d'autres étudiants qui ont suivi des cours un peu similaires, mais où l'enseignant aura décidé de retenir un angle différent. On a par exemple une direction d'université qui nous a dit, bah voilà, nous on a regardé tous les objectifs de développement durable. Il y en a trois qui nous ont semblé les plus pertinents pour nos étudiants. Donc on a sélectionné ces trois-là sur lesquels on travaille avec eux. Mais bon, il y a 17 objectifs développement durable, donc il suffit qu'un autre établissement choisisse d'autres objectifs développement durable, et on a 2 étudiants avec des profils et des connaissances distinctes sur un sujet qui en fait est souvent mis dans le même sac. Donc il y a sans doute une réflexion à avoir sur le contenu et la base, définir une base commune des choses à enseigner. Donc au Shift, on a tendance à se baser sur les travaux du GIEC et sur le changement climatique. C'est un point sur lequel beaucoup de nos interlocuteurs nous ont rejoints. C'est qu'effectivement, le GIEC dispose d'une reconnaissance, d'un consensus scientifique international. Ces conclusions ont été aussi reconnues par un certain consensus politique, puisqu'on l'a vu avec les accords de Paris. Donc ça pourrait servir de base, de fenêtre à travers laquelle aborder ces questions-là, tout en ayant en tête que l'intérêt du climat et en même temps sa problématique première, c'est qu'il se rattache à tout un tas d'autres sujets. À la fois la biodiversité, les questions d'inégalité, les questions de discrimination. Voilà, c'est des choses. Il y a donc d'autres sujets de RSE, de développement durable, qui peuvent être abordés à travers cette fenêtre. Voilà, donc c'est aussi pour ça que cet angle-là est intéressant. Il peut y avoir de nombreux autres avis sur la question. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité à en discuter lors de l'atelier numéro 1 de cet après-midi que j'animerai donc avec Jacques Trainer qui a pris la parole ce matin. On aimerait avoir votre sentiment sur la question, sur la définition de ce socle commun. Mais en tout cas, il nous paraît très intéressant et absolument impératif de définir quand même un socle pour pouvoir garantir une certaine cohérence simplement des enseignements, que aussi les recruteurs, s'ils recrutent quelqu'un ayant suivi un type d'enseignement, puissent savoir sur quoi compter aussi. Un autre sujet important pour arriver à vraiment concerner les étudiants par les questions du changement climatique, et qui souvent sont très indirectes, c'est arriver à recontextualiser les enjeux et les inscrire les disciplines donc dans une perspective de long terme. Donc d'abord recontextualiser, ça veut dire faire des liens entre les enjeux liés à la transition énergétique et climatique et d'autres enjeux sociétaux qui sont parfois plus présents dans l'esprit des Français. Donc par exemple mettre plus en évidence les enjeux entre la lutte contre le changement climatique et des enjeux sanitaires, par exemple en termes de vulnérabilité des populations, ou avec les questions migratoires qui sont dans la tête de beaucoup de Français aujourd'hui. Donc arriver à montrer les synergies entre les enjeux de la transition et d'autres enjeux qui ne sont pas du tout systématiquement rattachés aux mêmes questions. De la même manière, il nous semble important, et c'est ce qui est revenu beaucoup dans un certain nombre de nos entretiens, d'inscrire les enseignements dans une dynamique, dans une vision de long terme. Beaucoup d'enseignements ont une vision qui est très, très proche, assez court terme, comme par exemple les cours de finance aujourd'hui, qui sont très axés sur le court terme, notamment parce que c'est comme ça que se définit la valeur des actifs, alors même que la question du changement climatique qui vient affecter la valeur des actifs à long terme. Donc on parle de plus en plus des stranded assets, des actifs échoués, donc c'est-à-dire des investissements qu'on a aujourd'hui et dont la valeur va complètement chuter à horizon 20 ou 30 ans à cause de la transition, à cause de l'approvisionnement en énergie fossile et des problématiques d'approvisionnement et en même temps des problématiques de changement climatique. Donc il y a peut-être aussi juste une dynamique d'ouverture des horizons pour arriver à prendre en compte, pour obliger en fait à prendre en compte dans une discipline des enjeux à plus long terme. Donc c'est des choses qu'on a partagées avec nous et dont on est prêt à discuter avec vous cet après-midi. Je pense que beaucoup d'entre vous auraient des choses à apporter à ce sujet-là. De la même manière, la grande question, les emplois du temps sont déjà surchargés, il y a déjà beaucoup trop de choses à enseigner aux étudiants. Comment est-ce qu'on fait ? On ne peut pas créer forcément un module dans chaque formation.
Alors même que certains enseignants considèrent que c'est quand même la meilleure manière de faire parce que c'est la meilleure manière d'aller en profondeur dans la question, d'aborder la question de manière très très concrète et complète. Pour d'autres enseignants ou directions d'établissement, c'est quand même beaucoup plus pertinent d'aborder la question d'un point de vue transversal et d'arriver à intégrer petit à petit les questions dans chaque enseignement, dans chaque cours. C'est quelque chose qui fait débat et voilà, la question qui reste ouverte. Donc c'est aussi une question qui vient toucher la formation des enseignants. Un prof de thermique, par exemple, s'il veut arriver à aborder les questions de transition, va devoir revoir son cours, le cours qu'il faisait traditionnellement. Donc il faut arriver aussi à adapter les cours existants. De la même manière, contenu académique ou plutôt des expériences pratiques. Certains enseignants ou directions d'établissement considèrent que c'est mieux d'avoir un cours d'enseignant à étudiants, les étudiants qui écoutent et l'enseignant qui explique tout de manière très claire. D'autres interlocuteurs nous ont plutôt mis en avant la pertinence d'initiatives plus pratiques, c'est-à-dire par exemple d'encourager les étudiants à aller vers des expériences associatives pour par exemple faire du volontariat dans telle ou telle association de développement durable. Ce qui a pour intérêt de faire en sorte que les étudiants se sentent plus concernés par ces questions. Après, la question de la cohérence des informations qui seront retenues à la fin de l'année ou à la fin du parcours est un peu discutable. Donc on pourrait avoir des étudiants qui se sont beaucoup impliqués sur les questions de discrimination, mais à la fin du cursus n'auront pas appris grand-chose sur le changement climatique, ce qui fait que pour un recruteur, voilà, ça peut pêcher si effectivement le contenu de la formation n'est pas en cohérence avec quelque chose qu'il attendait. Donc il y a aussi ces questions-là à poser. Est-ce qu'on a aussi rencontré des directions d'établissements qui arrivent à mixer un petit peu les deux, avoir une partie contenu scientifique et une partie contenu académique, pardon, et une partie expérience pratique. Voilà, c'est des choses qui restent ouvertes, qui peuvent varier en fonction, leur pertinence peut varier en fonction de la discipline. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on voudrait discuter avec vous. De la même manière que quand aborder le sujet, est-ce qu'il vaut mieux le faire en début de cursus, en fin de cursus, tout au long. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent aussi varier en fonction des disciplines. Et on a entendu beaucoup d'avis divergents sur la question. Donc on aimerait en discuter avec vous. Marion parlait tout à l'heure de l'interdisciplinarité et du caractère naturellement interdisciplinaire de la transition. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été spontanément évoqué par presque tous nos interlocuteurs et en particulier les enseignants, c'est le fait qu'il n'y a pas de transitologie. Donc à aborder la transition, c'est effectivement pas un sujet qui est par nature dans un enseignement. Donc il faut arriver à croiser les disciplines pour avoir une vision qui soit complète, à la fois scientifique et sociétale et humaine, et donc arriver à rapprocher sciences humaines et sociales de sciences plus techniques, et notamment un gros sujet qui est souvent remonté, c'est la question de sciences et politique, avec des scientifiques qui ont parfois du mal à communiquer sur le fruit de leur recherche, et parfois des politiques qui ont du mal à retirer l'essentiel et à bien comprendre le fruit d'un travail de recherche. Donc il y a aussi une discussion autour de ces sujets-là pour arriver à les rapprocher et les faire avancer ensemble sur les questions de transition. Donc tout ça, on verra ça dans les ateliers cet après-midi pour ceux d'entre vous qui s'y sont inscrits et qui restent. Je vais vous dire un mot donc, de la suite de ce rapport, donc, qui est donc un rapport intermédiaire. On n'a pas l'intention d'en rester là, bien évidemment. Donc cet après-midi, les ateliers collaboratifs nous permettront d'enrichir ce travail, peut-être de préciser certaines choses, de nuancer certaines choses, probablement de corriger certaines choses aussi. On a été impressionnés du nombre de retours qu'on a déjà eus. On a donc publié ce rapport sur notre site, on l'a envoyé assez largement à un certain nombre de personnes. On a été étonnés de voir qu'il y avait vraiment des dizaines de personnes qui ont pris le temps de lire ce rapport pour nous faire des retours, nous faire des témoignages. On n'a pas pu tout intégrer parce que justement on était surpris par le nombre. On a l'intention de le faire pour la version finale. Mais voilà, votre contribution nous permet à nous d'avoir une vision la plus exhaustive possible du sujet. On a aussi envie d'avoir un rapport final qui soit enrichi d'éléments quantitatifs, donc de chiffres, pour pouvoir un petit peu étoffer ce qu'on raconte et arriver à voir dans les faits, dans les chiffres, effectivement, combien d'étudiants sont sensibilisés aux questions environnementales et aux questions liées à la transition énergétique. Donc ça, c'est des choses qui arriveront au début d'année 2019 et qu'on espère voir apparaître et venir enrichir le rapport final.
Finalement, l'objectif de tout ce travail, c'est d'initier un débat, c'est de mobiliser une communauté de parties prenantes, donc, dont vous constituez une partie, autour de la question de l'enseignement de la transition dans le supérieur, pour après alimenter une réflexion à la fois sur le fond, qu'est-ce qu'il faut enseigner, et sur la forme, comment est-ce qu'il faut l'enseigner. Et on aimerait se créer un groupe de travail autour de ces questions-là qui rassemble toutes les parties prenantes pour pouvoir vraiment avancer. On a aussi l'intention de produire une étude, une analyse de plusieurs cours pour un petit peu faire une cartographie de la manière, une cartographie qui sera forcément un peu limitée, mais de la manière dont les enjeux peuvent être abordés en fonction des disciplines et voir ce qui se fait, qu'est-ce qui semble fonctionner comme méthode, qu'est-ce qui est intéressant de faire aussi, pour un petit peu alimenter aussi la discussion précédente sur qu'est-ce qu'on enseigne et comment, en partant d'expériences réelles. Beaucoup d'interlocuteurs nous ont aussi interpellés sur la nécessité de créer une plateforme pédagogique où seraient rassemblés tous les supports, ou en tout cas un certain nombre de supports pédagogiques sur lesquels s'appuyer pour faire des cours, pour adapter ces cours aux enjeux de la transition. Donc c'est quelque chose qui semble manquer, notamment pour mettre en relation aussi les acteurs, pour qu'un enseignant qui ait une expérience intéressante puisse la partager avec ses pairs et vice-versa. Peut-être obtenir des retours aussi sur les supports qu'il propose à ses étudiants. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire au Shift, c'est peut-être pas notre objectif, en tout cas on n'est peut-être pas les personnes les plus légitimes pour le faire. Il y a d'autres acteurs qui existent, comme par exemple l'UVED, dont il y a plusieurs représentants dans la salle, je crois, donc qui est l'Université virtuelle pour l'environnement et le développement durable, qui est une plateforme en ligne et qui rassemble déjà un certain nombre de MOOC autour de la transition, qui sont connus par certains établissements, pas du tout par d'autres, donc qui gagneraient à gagner en visibilité, et qui pourraient également élargir son périmètre d'action en intégrant aussi les supports de cours et en mettant en relation les acteurs. Donc c'est aussi une des pistes pour la suite de ce travail. Et à terme, il nous semble pertinent qu'une stratégie nationale du supérieur pour la transition soit mise en question, soit mise en débat et intervienne à terme pour véritablement mettre en adéquation l'enseignement supérieur avec les objectifs de transition tels que définis par le gouvernement. Voilà, donc c'est l'objectif de ce travail. Je vous remercie d'avoir écouté notre présentation et on est prêt maintenant à répondre à vos questions avant la pause café. Voilà. Juste avant, j'en profite pour remercier tous les interlocuteurs avec qui nous nous sommes entretenus dans le cadre de ce projet, dont certains d'entre vous sont présents aujourd'hui. Donc, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé et c'est en partie grâce à vous que cette étude a été possible. Donc, voilà, merci. Bonjour, Dominique Hios, Ferme d'Avenir. Je voulais juste poser une question sur la transversalité et un point qui revient, c'est comment on compte en fait, en termes d'investissement, en termes d'indicateurs, etc. Et est-ce que la problématique de développer un modèle de comptabilité du type CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'entreprise, tant pour juger les établissements que pour former les étudiants, qui nécessite aussi de la disciplinarité, enfin de la connaissance en amont pour l'analyse de départ et la comptabilité, est-ce que ce point-là a été évoqué dans les pistes de réflexion, tant dans comment on oriente, autant comment on compte, on mène les établissements? C'est certain que c'est une problématique absolument essentielle. Donc, Jean-Christophe Carteron, on a dit un mot, donc lui a réussi à développer des indicateurs pour son école. C'est quelque chose qui est... Vous vouliez préciser quelque chose? La comptabilité, c'est pas que des indicateurs. Les indicateurs, pour moi, les indicateurs, c'est la comptabilité en partie simple. Je les choisis et puis ils sont pas contrebalancés par un débit ou un crédit. Une comptabilité, ça fait que ces indicateurs s'inscrivent dans un référentiel commun qui est commun à tous, qui est transversal et sur lequel il y a une objectivité. Et où le choix est en fonction de l'entreprise. Une entreprise financière n'a pas le même indicateur qu'une entreprise industrielle, mais à la fin, ils produisent tous un bilan. Et d'avoir un bilan, non seulement en éléments financiers, mais en éléments capital naturel et humain, de façon normalisée et valorisée. C'est certain que c'est un sujet absolument fondamental. C'est vrai que là, on est à un stade, nous on pose le débat, la plupart des interlocuteurs qu'on a rencontrés, ils s'étaient même jamais posé la question. Donc on est vraiment à un stade assez embryonnaire du sujet. Mais effectivement, puisqu'à terme, donc, comme je l'ai dit, notre objectif idéal, ce serait de créer une stratégie nationale pour l'enseignement supérieur pour la transition. La question de la comptabilité devrait forcément être évoquée à ce stade-là.
c'est vrai que là, je pense qu'au stade où on en est, c'est bien de poser la question. Effectivement, c'est un élément qui est vraiment important. Et c'est vrai qu'on en est vraiment encore très très loin. Oui, bonjour, Julien Hirondelle de la Fédération des très petites entreprises. On s'est intéressé sur un établissement d'enseignement secondaire qui est le lycée professionnel Saint-Jean à Saint-Martin, près de Boulogne-sur-Mer. Et ils organisent quasiment depuis plus de 10 ans une course de voitures électriques, piles à combustible, hydrogène et batterie qui dure 24 heures. Et ils font tous les moyens de production d'énergie et de recyclage. Ils font tous leurs châssis eux-mêmes. Et on a découvert que c'est un événement unique en France. C'est pas du tout reproduit par l'éducation nationale. Ils ont même supprimé des heures de cours qui permettent aux professeurs de faire cet événement extraordinaire. Et ils ont touché des collèges. Et bizarrement, le monde entier s'intéresse à ça. Donc il y a la Suisse qui est venue voir, il y a des Anglais, il y a des Américains. Et donc moi, vraiment, la suggestion forte que j'ai à faire au niveau du rapport, mais c'est peut-être pas l'objet de ce rapport, c'est de faire un benchmark de qu'est-ce qui se passe autour de nous au niveau de l'enseignement supérieur sur la transition énergétique. Est-ce que les Allemands, les Anglais, les Italiens font mieux que nous ou ils sont au même niveau ? Merci pour cette remarque. Déjà, donc, sur ce qui se fait dans le supérieur, et notamment par les établissements, on a cité quelques initiatives. On ne pourrait pas arriver à toutes les cartographier. Il y en a un nombre incroyable. Il y a vraiment une mobilisation de certains acteurs qui est très, très importante, et de beaucoup d'acteurs. Donc, on en a évoqué certaines. Si on commençait à toutes les répertorier, on aurait un rapport non pas de 70 pages ou 60 pages aujourd'hui, mais plutôt de 200, 300, 400 pages, sans doute beaucoup plus. Mais effectivement, c'est important de les valoriser aussi. C'est peut-être pas suffisamment fait à ce jour. En ce qui concerne l'étranger, on avait à l'origine envisagé, donc dans l'idéal, de trouver des partenaires qui seraient prêts à réaliser ce travail en parallèle à nous dans leur propre pays. On n'en a pas trouvé qui avait juste les épaules aussi pour porter quelque chose comme ça. Nous, même au Shift, nos moyens sont quand même assez limités, donc on a fait ce qu'on pouvait avec nos moyens. Mais c'est évident que ce travail-là, on aimerait déjà qu'il soit fait sur tout l'enseignement supérieur en France et aussi sur tout l'enseignement supérieur partout. Mais c'est certain que c'est une bonne question. Pardon. Oui, bonjour, Céline Leroy, donc je suis de la conférence des présidents d'université. Je m'occupe de transition écologique et énergétique et puis des classements. Donc merci pour ce rapport. Voilà, ce qui clairement, je vous l'ai dit déjà par mail, nous a un petit peu ennuyé, c'est l'approche de ce rapport qui nous semble quand même un peu parcellaire. Les phrases d'accroche qui desservent, je pense, tout le travail qui est fait depuis une dizaine d'années sur le sujet, en disant que la transition écologique n'est le sujet de personne dans le supérieur, c'est faux. Par ailleurs, concernant les conférences CPU-CGE, je ne peux parler que pour la CPU, mais en tout cas, moi je travaille avec la CGE depuis près de 10 ans sur le sujet. Nous disposons, au sein de la CPU, j'ai désormais un réseau de près de 240 référents développement durable, responsabilité sociétale et patrimoine sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que la CPU compte 130 membres, dont 70 universités. Donc j'ai 240 personnes avec qui on est en relation. On organise également des colloques éco-campus dédiés sur le sujet. Donc sur la rénovation énergétique du patrimoine des universités, sur l'idée de la création de campus démonstrateurs, on a beaucoup avancé sur le sujet, il y a des choses qui se font. Sur la recherche, il y a quand même 2 alliances, Ancre et À l'Envie, que vous n'avez pas interviewées et qui font énormément de choses avec des chercheurs de très haut niveau. Il y a également des chaires qui se mettent en place, des instituts. Je cite aussi également par exemple l'Université de La Rochelle qui a pour ambition en 2050 de devenir un campus bas carbone et qui a réellement orienté toute sa politique autour du sujet de la transition écologique et énergétique. Donc il y a des choses formidables qui se font et ce serait très dommage que dans la version finale de votre rapport, vous ne valorisiez pas cet aspect des choses parce que je pense que vis-à-vis de tous les acteurs qui sont sur le terrain et qui se battent depuis des années, et comme dans tous les secteurs, ils sont parfois seuls, effectivement, mais dire que le sujet de la transition énergétique n'est le sujet de personne dans le supérieur, c'est un petit peu leur mettre un coup de poignard dans le dos. Merci.
Merci pour cette intervention. Je pense que ça va me permettre d'expliquer un peu mieux l'angle retenu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on disait le sujet de personne, on parlait vraiment en termes disciplinaires. C'est que la transition aujourd'hui, c'est pas le sujet d'une discipline en particulier. Et effectivement, ce qui nous est remonté dans nos entretiens, c'est que beaucoup d'enseignants aujourd'hui de formation traditionnelle voient pas en quoi c'est leur sujet dans leur discipline. Donc après, vous abordez un autre point très intéressant. Effectivement, vous l'aviez mis aussi par mail. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui existent au niveau des campus et au niveau des établissements, et qui sont complètement louables, mais qui sont souvent beaucoup moins au niveau des formations qu'au niveau d'autres aspects. Donc nous, on a rencontré beaucoup aussi d'établissements qui, en fait, ont passé une demi-heure à nous expliquer toute leur politique de rénovation des bâtiments, de rendre les mobilités autour de leur campus plus durables, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et après, par contre, quand on leur parlait de formation, ils comprenaient pas trop où on voulait en venir. En fait, ils s'étonnaient qu'on aborde, enfin, que ce soit pas de ça qu'on soit venu leur parler, parce qu'en fait, la manière dont s'est posée la question, et en fait, c'est aussi structurellement la manière dont se pose la question, puisque c'est aussi comme ça que ça se passe au ministère. C'est qu'aujourd'hui, le ministère de l'enseignement supérieur, l'angle par lequel il aborde la question de la durabilité de l'enseignement supérieur, c'est notamment par le patrimoine, les campus, l'immobilier. Et nous, on a cherché à dépasser ça. Même si ça, effectivement, déjà, il y a beaucoup de travail. On nous a aussi parlé beaucoup d'un manque de moyens donnés par l'État simplement pour mettre les campus aux normes, certaines normes environnementales. Donc il y a aussi un gros travail d'accompagnement de l'État par rapport aux établissements sur ces questions-là. Et c'est vrai que nous, comme on se focalise principalement sur les formations, en fait exclusivement sur les formations et le contenu des formations, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais effectivement c'est quelque chose d'important que de dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font des choses très intéressantes. Ce qu'on cherche aussi surtout à éviter de faire, même si on reconnaît vraiment le travail accompli, en fait on a peur aussi que certains acteurs se disent « Ah bah il y a déjà tellement de choses qui se passent, je vois pas ce qu'il y a à faire de plus. Il y a juste qu'à attendre que ça se passe, et c'est quelque chose qu'on veut surtout pas faire, parce qu'on veut que les autres acteurs qui eux ne sont pas mobilisés se rendent compte qu'il y a vraiment une nécessité d'encourager et d'accompagner ce mouvement juste pour massifier l'effort, pour que vraiment ce soit quelque chose qui se généralise et qui soit fait systématiquement et très rapidement. Même si effectivement il y a plein de choses qui se passent déjà aujourd'hui. C'est pas sur tout l'enseignement supérieur, dans tous les établissements, et en fait c'est ça qu'on vise. Mais tout en reconnaissant vraiment l'implication de beaucoup d'acteurs sur ces sujets-là. Voilà, j'espère que j'ai réussi à nuancer. Notre argument n'est vraiment pas d'être négatif et d'être trop critique sur ces sujets-là. C'est peut-être quelque chose qu'on peut nuancer dans notre rapport final, et on est vraiment preneur de retour aussi par rapport à ça. Merci. Alors justement, dans votre rapport final, effectivement, je comprends tout à fait sur le sujet des formations. Il y a un vrai sujet, et d'ailleurs, on compte s'y investir aussi l'année prochaine avec la CPU-CGE. On a beaucoup d'enseignants-chercheurs dans nos réseaux. Donc, de fait, il y a des gens qui s'investissent. Et simplement, éviter de dire que c'est le sujet de deux personnes, parce que c'est une bonne accroche pour les journalistes, mais c'est pas la réalité. Donc oui, sur les formations, il y a un vrai défi à relever, c'est sûr. Et c'est très compliqué, c'est très complexe. Mais personne ne peut prétendre avoir une vision d'ensemble aujourd'hui du sujet, en termes qualitatifs et quantitatifs. Vous le savez, l'univers de l'enseignement supérieur est très complexe. Donc voilà, merci. C'est certain, c'est certain. Hugo Bachelier du CIBIOS, un organisme qui vise à promouvoir la démarche du biomimétisme. Merci pour votre présentation. Je me demandais, vous avez présenté pas mal d'organismes qui peuvent accompagner dans la formation des entreprises, la formation des étudiants, la formation d'un peu tout le monde, mais j'ai pas vu d'organisme, ou alors reprenez-moi peut-être, qui accompagne la formation des enseignants à ces sujets-là. Au niveau du primaire et secondaire, il y a l'Office for Climate Education qui existe, mais on n'a pas interrogé de... Oui, en fait, donc sur la question de la formation des enseignants, du coup les enseignants dans le supérieur, c'est ça votre question sur les formations que suivent les enseignants. On aimerait faire un focus là-dessus, peut-être plus tard. En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus nous voir. Ah, il faut vraiment que vous parliez de ce type de formation. Et c'est vrai qu'en fait, il y en a plein où il y a vraiment un zoom à faire. Et l'enjeu de la formation des enseignants est absolument fondamental. Donc la question est de plus en plus mise à l'agenda. Et c'est que maintenant, les enjeux environnementaux font partie de leur formation. Mais c'est vrai qu'il faudrait creuser plus quant à la manière dont
commencé à aborder, donc c'est aussi quelque chose... Les enseignants ne sont pas formés à ces sujets-là. Oui. Que les enseignants ne sont pas formés à Oui, c'est ça. C'est effectivement cette question de mise en adéquation. Donc Marion tout à l'heure montrait un exemple de manuel erroné. Il faut effectivement avoir des enseignants qui peuvent distinguer un manuel erroné d'un manuel qui l'est pas, par exemple. Donc effectivement, c'est des choses qu'il faudra regarder plus attentivement dans les formations, qu'on nous a beaucoup signalées, notamment au niveau du ministère de la Transition écologique, et qu'on aimerait regarder plus attentivement après. Mais c'est effectivement très fondamental. Oui, bonjour, Hervé Naillon, IESA Multimédia. Moi, j'enseigne l'éco-design dans une école du numérique et je suis confronté à un paradoxe, c'est-à-dire que j'ai des étudiants qui sont face à des progrès technologiques, qui font de la vidéo 3D, des choses qui chargent de plus en plus les serveurs, et donc l'enseignement que je leur donne n'est pas celui qui est demandé par les employeurs qui vont aller voir après, puisqu'on va leur demander de manipuler de la 4K, des choses comme ça, et donc d'avoir un impact énorme. Alors que moi, je leur enseigne comment on pourrait coder léger, comment on pourrait diminuer l'impact. Donc il y a aussi ce paradoxe d'enseigner la transition écologique, alors qu'en termes d'employabilité, c'est pas forcément ce qui est demandé à mes étudiants quand ils arrivent sur le marché du travail. Au contraire, c'est quelque chose qu'on écarte en disant vas-y, lâche-toi, de toute façon, les ordinateurs sont de plus en plus puissants, les serveurs sont capables d'encaisser de plus en plus de choses. Et c'est vrai que je mets mes étudiants dans une situation inconfortable. C'est-à-dire qu'ils ont conscience d'une nécessité de la transition écologique, mais ils savent très bien que quand ils vont aller sur le marché du travail, l'employeur s'en fout complètement et que c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Merci pour ce témoignage. Effectivement, vous avez dû suivre les derniers travaux du Shift sur la question de la transition numérique. Effectivement, c'est un sujet qui se fait jour, mais depuis assez récemment. Je pense que Denis Guibard, tout à l'heure, donc directeur de Télécom, école de management, aura sans doute des choses à dire aussi sur la question peut-être plus du numérique. Mais c'est vrai que du coup, la question, c'est d'adapter les enseignements à des enjeux qui se font jour presque chaque année aussi, et arriver à recontextualiser les choses dans les enseignements. Et en même temps arriver à le faire en parallèle avec les attentes des entreprises. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que nous on essaie de mettre l'accent sur la nécessité d'un dialogue entre aussi le milieu de l'enseignement et les attentes des entreprises sur ces questions-là. Mais c'est effectivement très fondamental. Et on nous interroge de plus en plus sur ces sujets-là aussi. Yvan Recland, ancien président de l'Université Paris-Dauphine. On n'a pas parlé des enseignements professionnels, IUT et BTS. Je n'ai pas entendu ou bien on n'en a pas parlé. En effet, donc nous sur cette étude, on s'est vraiment focalisé sur les établissements du haut de classement parce qu'il nous fallait un point de départ et parce qu'on s'est dit que les établissements les plus prestigieux, parce que ceux du haut des classements, dont la presse aussi parle le plus souvent, c'était un bon point d'entrée parce qu'on avait des moyens limités. Mais au début, dans notre idéal, on avait envie de faire tout l'enseignement supérieur. Donc comme on ne savait pas exactement l'ampleur du sujet, on s'était imaginé ça et on a vite dû changer de notre fusil d'épaule parce que c'était juste impossible. Il y a beaucoup trop de formations qui existent. Et c'est un point de vue dans les formations professionnelles, c'est aussi quelque chose de très très important. Dans les formations professionnelles, la question se pose de deux manières différentes, puisqu'il y a aussi un certain nombre de formations professionnelles qui sont destinées aux métiers verts, donc dont parlait Marion plus tôt, donc qui sont vraiment directement concernés par la transition écologique, énergétique, où le sujet a généralement progressé plus vite d'ailleurs parfois que dans les établissements que nous on a analysés, notamment en raison de la tutelle de certains ministères. Voilà, donc par exemple, on a rencontré quelques interlocuteurs de formation professionnelle agricole et il y a déjà des problématiques en lien avec le stockage de carbone par le sol et les changements climatiques. Donc il y a déjà des choses qui ont progressé dans ces formations professionnelles. Malheureusement, on n'a pas pu entrer suffisamment en profondeur dans les formations professionnelles, mais c'est effectivement aussi un sujet très, 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 très important à prendre en compte. Pour plus tard, on espère. Et puis en fait, à terme, nous, on aimerait que ce sujet prenne tellement d'importance que ce soit plus au Shift de s'en occuper, mais peut-être à des acteurs institutionnels plus pertinents qui pourraient avoir les moyens de mener cette étude de très grande ampleur sur tout l'enseignement supérieur et toutes les formations. Oui, bonjour. Cédric Riganbach. Alors, déjà, bravo pour ce rapport. Très grande qualité, puis j'attends avec impatience la suite. Donc, pour me présenter vite fait, alors j'ai travaillé au Shift pendant 6 ans et dont je suis parti il y a 2 ans. Et depuis, j'ai lancé un projet qui s'appelle la fresque du climat. Alors, est-ce que ceux qui sont déjà des animateurs de la fresque du climat peuvent lever la main, parce que j'en vois quelques-uns ici, voilà, donc il y a beaucoup de shifters d'ailleurs parmi eux. C'est un outil qui permet facilement d'expliquer le changement climatique dans des entreprises,
dans l'enseignement, y compris dans le primaire. Ça marche également avec les enfants. Alors moi, j'intervenais pour répondre à un point, c'était que vous parliez de mettre en relation les besoins et les offres en formation, donc sur le périmètre restreint de la fresque du climat. Nous, on a prévu de faire ça, c'est-à-dire d'avoir sur le site internet une mise en relation des établissements qui cherchent un intervenant sur le climat et de les mettre en lien avec des animateurs, puisqu'il y en a aujourd'hui plus de 450 en France. Ça avance assez vite, donc on sera en mesure de répondre à des besoins sur tout le territoire. Je salue Laure, chez qui on a fait une intervention pour 900 étudiants avec 30 animateurs. Donc c'est aussi un outil qui peut passer à l'échelle. Voilà, donc je voulais juste répondre sur ce point-là et puis porter à la connaissance des participants cet outil qui peut être utile, et puis surtout le réseau des animateurs qui sont capables d'intervenir dans les universités ou les grandes écoles. Merci Cédric. Je sais pas, je pense pas qu'on a peut-être le temps pour une dernière question, parce qu'après on va vraiment pas avoir le temps de boire du café et ce serait dommage. Mais Anaïs. Oui, bonjour, Anaïs Rush. Je travaille dans le secteur de la diplomatie culturelle. Je ne représente pas d'institution en particulier aujourd'hui, mais j'ai moi-même auto-bricolé mon parcours entre écologie politique et culture. Et je voulais souligner un angle mort, enfin un élément que je ne vois pas apparaître dans le rapport, c'est le ministère de la Culture qui lui-même en fait a sous sa propre tutelle une centaine d'établissements. Qui délivre tous les ans à peu près 40 diplômes et qui couvre à la fois l'audiovisuel, le cinéma, le spectacle vivant. L'architecture aussi. L'architecture justement et le paysagisme qui sont quand même très importants quand on réfléchit aux villes en transition. Et aussi, on oublie assez souvent le poids de la culture dans l'économie. On parlait de voitures en début de matinée. Et je cite un rapport qui est assez ancien quand même, qui date de 2014, mais dans lequel le ministère de la Culture montrait dans quelle mesure en fait l'industrie culturelle contribuait 7 fois plus que l'industrie automobile au PIB. Et un autre point, effectivement, si peut-être pour répondre aussi, on ne gouverne pas le monde avec les symboles. C'est quand même important, là, quand on parle de transition, de créer des nouveaux récits collectifs et communs. Et les artistes travaillent beaucoup là-dessus. Et on peut-être s'intéresse beaucoup aussi, comme vous le disiez en début de séance, à l'état du monde. Et eux ont peut-être moins la pression, justement, de la question en fait, des solutions. Et sont plus dans l'expérimentation, et c'est important aussi de les intégrer là-dedans, donc ne pas oublier l'enseignement supérieur culturel dans votre étude. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est aussi un aspect important. Ce serait compliqué d'avoir une vision absolument globale, mais c'est vrai que la question de la culture, on l'évoque à peine dans le rapport, mais mériterait d'être approfondie. Bertrand Zwindo, responsable de projet au Conseil régional Hauts-de-France. Vous insistez très justement dans votre présentation sur le rôle des parties prenantes, et je m'étonne dès lors qu'il y a un acteur, enfin des acteurs qui sont absents. Alors je ne sais pas s'ils sont absents de la présentation ou ils sont absents du rapport lui-même. Ce sont les collectivités territoriales. Alors bien sûr, en termes de compétences, ce sont d'un côté, par l'autonomie, les universités qui sont compétentes, et par ailleurs, c'est l'État. Mais on sait que les collectivités territoriales, notamment les régions, disposent d'un rôle important vis-à-vis de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, que ce soit au travers du schéma stratégique qui est le SRESI, schéma régional d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, par des financements de recherche, d'allocations recherche, de bâtiments dans le cadre des plans campus. Et je pense que pour le sujet dont il est question ici aujourd'hui, les collectivités locales, encore une fois qu'il s'agit des conseils régionaux, mais aussi des comités d'agglomération, peut-être des départements éventuellement, peuvent disposer d'un rôle entraînant. Et je citerai un exemple très récent dans ma région, la région de France, où nous avons mis en place, donc à l'initiative de la région de la CCIR, un réseau des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche
alors nous on appelle ça la troisième révolution industrielle. Un protocole d'accord a été signé. À ce jour, ce protocole d'accord réunit 28 partenaires, dont les 7 universités régionales, 12 grandes écoles, 2 opérateurs de recherche, l'INERIS et l'IFSTAR, plus plusieurs structures intermédiaires comme la Commu, Association Picardie Université, l'ICIT et, j'en oublie un, la Conférence régionale des grandes écoles. Donc, si c'est un oubli au niveau du rapport, je pense que comme vous êtes dans une phase intermédiaire, il serait bon peut-être de pallier cette omission. C'est effectivement un oubli. Tout à l'heure, je parlais du partenariat donc du cluster de l'UTC Compiègne. C'est d'ailleurs avec la région Hauts-de-France que ça se passe. Effectivement, mais voilà, effectivement, il faudra qu'on arrive à davantage développer la question des collectivités territoriales dans les parties prenantes. Donc, vous participez à l'atelier de cet après-midi. Je pense que ce sera vraiment l'occasion. Donc, l'atelier sera animé par Marion et ce sera l'occasion de creuser cette question-là. Et peut-être qu'on pourra approfondir ensemble aussi la manière dont on peut l'aborder dans le rapport. Donc, nous, il nous manque aussi des interlocuteurs pour traiter ces sujets-là, mais on serait très intéressé de le faire, c'est évident. Je tiens juste à faire une petite précision par rapport à la dernière question. Marion me rappelle qu'effectivement, on a contacté toutes les directions régionales de l'enseignement supérieur pour les inviter. On n'a pas eu de réponse. Donc il y a aussi ça, c'est qu'on a quand même cherché à entrer en contact avec, en tout cas, les régions. Au niveau des régions, il y a sans doute d'autres acteurs, mais c'est vrai qu'il nous faut des interlocuteurs. Mais si vous en avez à nous proposer, en tout cas, on serait ravis et vous-même, c'est parfait, on serait ravis de discuter davantage. On va prendre la dernière question. Alors, c'est plus une remarque en complément qu'une question. Donc, Jean Suisse, vice-président développement durable, patrimoine et stratégie des sites territoriaux de l'Université de Bourgogne. Je voulais prendre la parole pour remercier Madame Leroy de ses propos et puis également pour les illustrer par quelques chiffres un peu plus précis. Donc, je parle pour mon université, mais je sais que d'autres universités ont également ailleurs la problématique du développement durable très à cœur et très présente. Donc, nous, à l'Université de Bourgogne, le développement durable concerne 9% de nos formations qui y sont dédiées et 23% qui abordent les questions. Sur les 9% de formations dédiées au développement durable, on a 18 masters, 6 DU, une formation d'ingénieur, un DUT, 2 licences générales et 4 licences professionnelles. Ces données figurent dans notre rapport développement durable. D'autres universités en produisent également. Et un tour peut peut-être être rapidement fait, ou en tout cas par l'intermédiaire de la CPU, ces données peuvent être rendues accessibles pour compléter le rapport. Mais on a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, autant au niveau du portage politique par les universités, que par l'intégration dans leur formation, soit en tant qu'enseignement d'ouverture ou dans des formations qui y sont vraiment dédiées. Donc à mon sens, c'est vraiment une problématique qui est au cœur des débats. Oui, je vous remercie pour ce témoignage. Effectivement, on voit qu'il y a vraiment des différences, même entre les universités, au sein des universités, mais entre les universités, il y a aussi des différentes approches. Mais effectivement, c'est intéressant déjà que les universités rendent ces données disponibles, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les établissements, mais on va tâcher de s'appuyer aussi sur ces données-là. On va devoir en rester là au niveau des questions pour cette partie, sachant que la table ronde qui suit va aborder les mêmes sujets, donc il y aura qui sera aussi suivie d'une session de questions. Donc si vous avez des questions supplémentaires à poser, vous pourrez également les poser. Je ferai partie de la table ronde avec les divers intervenants. Donc n'hésitez pas à les garder pour plus tard. Et donc on se retrouve après la pause café. Merci beaucoup.